Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast de la maison Panajou. Moi c'est Dave Tom, je suis photographe, animateur de ce podcast, ambassadeur Panajou. J'aime bien le dire, je peux pas le dire aujourd'hui, ça c'est cool. Aujourd'hui c'est un podcast qui est filmé. On est dans le salon Leica de la boutique de Panajou à Bordeaux. C'est la première émission qu'on filme depuis un petit moment. On avait filmé le premier épisode et maintenant on filme l'épisode avec Nicolas Seurat qui est à ma droite. Bonjour Nicolas. Enchanté. Comment vas-tu? Non, enchanté, même pas enchanté. Enchanté. Enchanté aussi sur ce premier podcast vidéo. Tu viens avec nous essuyer les plâtres? Oui, exactement. Juste avant qu'on parle de toi, je vais faire une petite présentation de Panajou, parce que j'ai oublié de le dire. Panajou, qui est Panajou? La maison Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France à Bordeaux. C'est aussi une boutique à Paris, et c'est aussi un site en ligne de vente sur panajou.fr. Voilà, j'ai failli pas le dire, mais j'ai réussi à le dire. Et donc ici, on est présentement à Bordeaux, et pour cet épisode, Nicolas, on va faire un espèce d'épisode mise à jour, parce qu'on avait déjà parlé ensemble dans le premier épisode où on est venu sur ta carrière, sur tes études, sur tes origines, parce que tu viens du monde de la publicité. Ouais. Aujourd'hui, donc j'invite les gens à écouter ce podcast pour faire une petite mise au point sur ton travail. Et aujourd'hui, tu te qualifies donc de photographe pictorialiste. Tout à fait. Est-ce que, en quelques mots, parce que c'est quand même plus sympa pour ceux qui viennent d'arriver juste dans cet épisode, est-ce que tu peux décrire un peu ton travail, si tu peux le faire synthétiquement? Non. Bien, parfait, passons à la suite. Alors, décrire un petit peu mon travail. Effectivement, c'est, on va dire que plus mon travail avance, et alors je ne sais pas, en tout cas, s'il y aura une autre évolution dans l'avenir, mais au stade actuel, je suis passé de photographe à artiste, dont la photographie est mon médium principal. Ouais. Mais c'est vrai que je suis parti dans quelque chose de très pictural, en fait, entre la peinture, la gravure, le mouvement pictorialiste. Et c'est vrai que j'ai mis en place toute une façon, au-delà de la prise de vue derrière, et toute une façon en fait qui fait que effectivement on flirte plus avec encore une fois la gravure, la peinture, plutôt qu'avec la photo claire et nette qu'on peut avoir. La photo classique, ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer le pictorialisme, le courant? Alors, qui est un vieux courant. Le pictorialisme, c'est un très vieux courant. En fait, c'était à l'époque en fait où la photo venait d'apparaître. Et effectivement, il y a eu tout un mouvement d'artistes donc il y avait des photographes qui faisaient des photos classiques, qui continuaient ce chemin de la photo, et d'autres qui se sont dit, en fait, la photo, on va s'en servir comme un rendu artistique et pictural, d'où pictorialiste. Et où il voulait des traitements, en fait, c'est un mouvement artistique, où il voulait des traitements, en fait, qui ressemblent effectivement, qu'on se rapproche de la peinture. Voilà. Donc, ils avaient mis au point, chacun avait un petit peu sa sauce, et avec des traitements, avec des façons de... déjà, bon, alors, à l'époque, c'est vrai que les lentilles et les papiers et les films faisaient que déjà on avait un rendu qui n'était pas ce qu'on a maintenant. Donc il y avait déjà un beaucoup rendu moins précis et net qu'aujourd'hui. Voilà, un plus pictural qu'on a maintenant. Oui, ouais. Et après, ils avaient développé des techniques de développement, de plein de choses sur différents supports qui fait qu'on se rapprochait effectivement sur des choses qui étaient très poétiques. En fait, ils voulaient faire quelque chose de très poétique, et il y a des artistes effectivement de cette époque qui ont fait des trucs absolument dingues. Ouais. Quand j'ai regardé sur internet le mouvement pictorialiste, il s'achève un petit peu au début du XXe siècle. Exactement. À ton avis, pourquoi ça s'est perdu? Moi, je pense que ça a été des mouvements de mode, en fait. Le pictorialisme, ça a été une mode, comme il y a eu dans la peinture différents comment dire, époques, et on a eu les pré-raphaélites, voilà, exactement. Donc ça a été une période, tout ça, et puis d'autres photographes ont apparu, qui ont raconté d'autres choses, et
Et Voilà, peut-être c'est aussi l'évolution classique de l'art, en fait, où on a des mouvements qui apparaissent, qui finissent, et on passe à autre chose, jusqu'à arriver après, effectivement, euh, dans le XXe siècle, avec mais des gens qui arrivaient. Alors ça, c'est la publicité qui a amené ça, en fait, où on a vu des Eggleston, enfin, toutes ces Oui. bases qui ont amené la couleur dans la photographie. Mais tout ça, ça venait de la publicité aussi, où on avait envie de faire des images en couleur, des images colorées. Voilà, c'est des mouvements comme la mode en vêtements. Enfin, voilà. Tu crois d'ailleurs, tiens, c'est une question que j'y pense en même temps que tu me parles de ça. Tu penses que Mm. la publicité a toujours été, comment dire? J'ai pas d'autre mot que maître étalon dans la photographie. Disons que ça a toujours. Est-ce que ça a été un vecteur d'évolution dans la photo, la publicité? Est-ce Ah que ça a oui, engendré de l'évolution de la photo? Tu énormément. vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de. En fait, la publicité, c'est un vrai laboratoire, en fait, pour l'image. Et on doit toujours être à la mode, on doit toujours Et ouais, 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 être sur les dernières ouais. techniques, tout ça. Donc c'est vrai que même au cœur des agences, en fait, tu as un département qui s'appelle le département achat d'art, où c'est un bureau où il y a des personnes dont leur quotidien, c'est d'aller chercher des nouveaux photographes ou des nouveaux réalisateurs qui apportent des techniques différentes. C'est de le proposer en fait au directeur artistique dans Mm. les agences en disant voilà, pour cette campagne, alors c'est un échange qui se passe avec Mm. la direction artistique et le directeur artistique dit voilà, va au département d'achat d'art et dit voilà, j'ai cette campagne, je voudrais le faire dans ce site, trouve-moi quelqu'un pour aller dans ce sens-là. Et donc, ça fait émerger beaucoup de jeunes talents qui apportent des choses nouvelles, en fait, en termes de production, que ce soit donc en vidéo ou en photo. Ouais. Et donc, voilà, c'est toujours c'est un super laboratoire, quoi. Ça fait vraiment avancer les choses. C'est, Ben, c'est pardon, excuse-moi, je te coupe, Oui, mais toi qui adores le cinéma, oui, Ridley Scott et Tony Scott oui, bien viennent sûr. de la publicité. Ouais, ouais. Ils ont eu même leur propre boîte de Exactement. publicitaires. Mm. Il n'y a pas que David Fincher aussi. Ouais, Il fait beaucoup exactement. de Beaucoup, beaucoup, publicité. beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais c'est aussi un endroit où les artistes se sentent plus libres d'expérimenter Exactement. esthétiquement, Ah ben, on notamment. vient chercher, c'est simple, hein, dans la publicité, comme dans le clip, Et- oui, ouais, ouais, on vient voilà. chercher Mm. une esthétique Mais qu'est-ce que le clip et quelque sinon chose de qu'une pub nouveau. pour un Voilà, groupe ou un artiste, de toute façon. exactement. Eh, ok. Alors, encore une fois, j'invite les gens à écouter le premier épisode avec toi, puisque tu parles de tout ça, de tes origines en tant que publicitaire. D'ailleurs, je sais pas si on en avait parlé dans le premier épisode, mais c'est un métier assez jeune, non? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est beaucoup de jeunes qui travaillent dans la publicité et qu'à partir d'un certain âge, on se sort de ça, de ce cycle? Après, ça, c'est les. Alors, il y a les barons de la publicité Ouais, qui, eux, sont indétrônables, qui vont jusqu'au bout. Après, effectivement, on recherche toujours un peu. Alors, dans les agences, en fait, tu as les seniors et les juniors. Voilà. ouais, Quand ouais. tu arrives dans une agence, tu es junior et après, bah, tu deviens senior, en fait, avec l'expérience et, euh, et une grosse différence de salaire. Et, J'imagine. et en fait, non, en fait, les seniors, c'est vrai que beaucoup arrivent en fin de carrière beaucoup se recyclent dans des choses, mais il y a vraiment ce statut en fait où entre junior et senior où les seniors, on va plus les mettre sur des campagnes, des clients bien installés qui ont besoin d'être assurés, tout ça, et on brille avec les juniors en fait. Ouais, parce que en fait, si tu veux, je ne dis pas qu'à partir d'un certain âge, tu n'as plus de talent ou quoi, c'est pas mon propos, mais encore une fois, je fais le Je parallèle suis avec le dépassé, ça y est, je suis cinéma. périmé, merci Non, Tom. non, loin de là, je t'assure. Mais je vois par exemple dans le cinéma, enfin, c'est souvent les jeunes Mm. réalisateurs Mm. qui dépassent les limites, Mm. qui révolutionnent Oui, mais finalement, certains ils ont une codes. très longue carrière. Oui, Ils arrivent avec des mais choses nouvelles, avec une nouvelle façon ouais, d'appréhender et de voir le cinéma. Mais finalement, tu t'aperçois que, bah, on parlait tout à l'heure de Ridley Scott, enfin, le gars, il est arrivé tout jeune, il a un peu révolutionné le truc, ou même Spielberg, mais ils ont vraiment des carrières énormes. Donc, oui, mais par contre, ils font toujours d'excellents films aujourd'hui. Enfin, oui. plus ou moins, c'est Mm. discutable, mais ils font toujours. Spielberg, par exemple, fait toujours des bons films, Ouais. mais il révolutionne plus du tout le cinéma. Oui, mais après, bah, je pense il y a un peu la sagesse, il y a un peu plein de choses qui rentrent en compte. Et puis des Spielberg ou des Scott, en fait,
ils savent s'entourer. En fait, un senior, Ouais, c'est oui, oui. s'entourer après. Oui, oui. Donc, je suis là pour proposer mon truc, pour diriger un peu la chose, mais je m'entoure de jeunes talents. Et c'est ça la force, en fait, dans la direction artistique, enfin en publicité, sur les équipes seniors. Moi, j'en ai vu beaucoup qui allaient chercher dans les poubelles des juniors, quoi. Voilà. On sait, on sait où aller chercher les bonnes idées pour perdurer, quoi. Ouais. Bon, il n'y a pas que dans ce milieu-là, mais ça ne m'étonne pas, ouais, effectivement. Bon, on a digressé, mais Oui. ça m'intéressait, en fait. C'est pour ça que c'était fluide dans la conversation. Aujourd'hui, donc, on est là pour faire une petite mise à jour de ton travail. En 3 ans, en partant du principe que ça fait 3 ans qu'on s'est vu, je ne sais plus. Mais plus disons, de notion entre de 2 et temps. 3 ans, tu as quand même sorti quelques livres. Tu as aussi de l'actualité. On va en parler en fin de podcast. Je crois que je devais partir aux États-Unis. Je me souviens plus. Oui, C'est oui. ça. Est-ce qu'il y a un des livres que tu as sorti qui est justement lié à ce voyage? Est-ce que c'est Grits ou Echoes from the Rockies? Voilà. En fait, Grits, je vais bouger cette chose. Vas-y, je t'en prie. Nous avons 2 livres. Grits, je montre caméra. En fait, qui est là, c'est un livre qui est fait sur une série de 2017 sur des cow-boys et notamment sur du rodéo. Parce qu'on en avait parlé dans le premier épisode. On en avait parlé. J'avais toujours rien fait, mais j'ai eu pas mal de monde qui m'ont dit tu devrais faire quelque chose, tu devrais en faire quelque chose. C'est ça qui a conditionné ce livre. Oui, c'était une série, en fait, je voulais pas faire n'importe quoi avec cette série parce que je savais qu'elle avait un bon potentiel. Mais après, il fallait trouver la clientèle, le bon moment. Alors après, je m'étais posé des questions. Est-ce que je le fais en France? Est-ce que je le fais aux États-Unis? À un moment, j'avais l'idée de me rapprocher de l'ambassade américaine pour peut-être organiser quelque chose, une petite expo ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand je suis parti faire ce voyage sur les 5 États, je suis revenu pareil avec une série complètement nouvelle, et puis il y a eu un peu la mode des cow-boys et tout ça dans l'actualité. Et je me suis dit, quitte à lancer une production, en tout cas d'imprimerie, je me suis dit, tiens, on va faire les deux. Ça me permettait de réduire un peu les coûts. Donc, tu as fait les deux en même temps. Donc, j'ai fait en fait les deux en même temps. Okay. Alors, j'étais très content. J'ai fait de belles choses. Et donc, celui-ci, Echoes from the Rockies, donc, qui est vraiment ce périple sur 5 États. D'où les 5 petites étoiles. Oui, ce que j'étais en train de regarder dans la tranche quand tu m'as dit les 5 états, mais y aurait-il 5 étoiles sur la tranche? Voilà. Et qui lui est donc plus sur le fond de mon travail, un mélange de paysages, de cow-boys, et puis toujours dans cette finition que j'adore avec ces papiers italiens. Est-ce qu'il y a des doubles pages? Non, pas sur celui-ci. Non, il n'y a pas de double page comme dans le livre en haut, où j'avais privilégié les doubles pages, mais j'aime bien avoir des photos sur une page, plus en vignette. Je trouve ça plus sympa. De toute façon, je ne montre pas tout, mais juste quelques extraits. Voilà. Alors, ça, du coup, c'est... je reprends le micro. C'est un voyage que tu as fait. Est-ce que c'est le voyage était fait pour faire un projet ou c'était un voyage d'abord? Non, il était fait pour faire un projet. Je voulais depuis très longtemps aller voir, parce que c'est vrai que les États-Unis, quand on pense États-Unis, on pense surtout côte Est ou côte Ouest. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le centre des États-Unis. Et puis, ce sont des États qui sont... qui étaient un petit peu dans mes fantasmes. Voilà, je voulais aller voir ces endroits, le Wyoming, le Montana, depuis gamin. J'avais fait le Texas donc sur Grits en 2017, et je voulais voir le Colorado, je voulais aller voir le Nebraska, le Dakota du Sud. Voilà, j'avais plein de choses à voir, et donc je suis parti pour ça. Et en fait, je savais pas trop. Alors, je savais que je voulais faire quelque chose là-bas,
mais je savais pas trop. Voilà, moi je laisse beaucoup de liberté en fait. Je crois qu'on en avait parlé dans le Ouais, premier, ouais. mais je laisse beaucoup de liberté en fait aux imprévus des voyages, Et aux rencontres que tu des fais. rencontres, exactement. Et c'est vrai que bah, ce bouquin, il en est rempli en fait, et notamment cette histoire cette rencontre que j'ai eue avec un cow-boy, où en fait on s'est rencontrés dans un bar, dans le bar de l'hôtel de la fille de Buffalo Bill, Ah ouais. le Irma Hotel, voilà, dans un bled qui s'appelle Cody, dans le Wyoming, et pas très loin du Montana. Et en fait, elle avait monté à l'époque un hôtel qui s'appelle le Irma Hotel, qui est là, qui est quasiment dans le même état qu'à l'époque. Donc c'est assez marrant au niveau du bâtiment. Mm. Et il est à la chambre Buffalo Bill. Mm. Donc c'était la chambre de Buffalo Bill dans laquelle j'ai dormi. T'as dormi? Ah, j'étais très content. Et en fait, donc, rencontre géniale, je descends au bar, je prends une bière, et là, il y avait un gars avec pas le cliché, quoi. Enfin, nous, enfin, on pense le cliché, mais en fait, là-bas, Tout à c'est fait assez normal. classique, Ouais. d'un gars avec son Stetson, un peu dégueu. Et en fait, ils sont très, très, très avenants. En fait, ils aiment bien les étrangers, en fait, aux États-Unis. Ils aiment bien discuter avec les gens qui connaissent pas. Et donc, il a entamé la conversation. Et puis, on a beaucoup déconné, on a bu des bières, on a fait plein de choses. Et puis, à un moment, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous? Enfin, je lui ai raconté que j'étais photographe, tout ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as photographié? Je lui ai dit, ben, sur le ton de la déconnade, je lui dis, je voulais photographier des cow-boys, mais j'ai vu que des bisons. Donc, j'ai photographié beaucoup de bisons. Donc ça l'a fait marrer. Il m'a dit, mais attends, mais moi, je vais. En fait, j'ai un ranch à une demi-heure d'ici. C'est exceptionnel. Et demain à 10h, je passe te prendre et je t'amène sur mon ranch. On fera des photos. Et C'est... bon, on avait un peu picolé, hein, donc faut pas le dire, mais voilà. Et le lendemain matin, je me dis, c'est quoi ce plan, quoi? Je me dis, le mec, il me dit, et puis à un moment, tu es quand même au cul du monde, et tu te dis, bah, tu as plein d'histoires qui te reviennent, tu as un peu délivrance pardon, qui te ramène un peu, que tu retrouves un peu dans la tête, et tu dis, mais attends, je vais me barrer, je sais pas où, avec un mec que je ne connais pas, euh, le truc un peu bizarre. Bon, et puis je me dis, de toute façon, on verra déjà s'il arrive. Et le gars, il est arrivé avec sa remorque, il venait d'amener un, un pick-up à réparer. Et on est parti, bah, je l'ai suivi. Et effectivement, une demi-heure, il avait un ranch de 2500 hectares au bord, sur des plateaux au bord de la chaîne des Rockies, de Yellowstone en fait. Et ça a été absolument génial. Le gars, le sens de l'hospitalité américaine, il a arrêté sa journée de travail avec sa fille et sa femme. Il a scellé des chevaux et on est parti bah, sur ces plateaux, bah, sur la couverture, on peut les voir. Exceptionnel quand même. Et donc, ça a été un moment assez exceptionnel. Tu es resté combien de temps avec lui? Et bah, écoute, une journée parce que j'avais quand même un planning. Ouais, Le je me soir, je doute. devais être ailleurs. Ouais. Et il voulait absolument que je reste une semaine. Et je lui ai dit, écoute, non, je peux pas. Enfin voilà, j'ai un planning, j'ai plein de choses à faire. Donc voilà, mais je lui ai dit, écoute, on se reverra. Voilà. Donc on a un petit peu gardé contact, surtout avec sa femme, parce que lui, je crois que les réseaux sociaux, c'est pas son truc. Mais avec sa femme, on a un petit peu gardé de contact, avec sa fille aussi. Mais c'est marrant parce que ce mec-là, bon, je vais pas m'étaler sur l'histoire parce que je peux en raconter des heures. Oui, mais Mais vas-y, je t'en prie. c'était un migrant gallois. Voilà, ses parents étaient Oui. arrivés en migrant. Ils avaient acheté des terres dans l'Alabama. Et lui, dès qu'il a pu, il s'est acheté des terres dans le Wyoming, là où il est. Et puis ça grossit, ça a grossi. Voilà. De combien de générations du coup? Une seule. Une seule. C'était ses parents Ah, qui c'était sont ses arrivés. parents. Ouais, ouais.
Et voilà, une rencontre comme je les aime, comme pareil, hein, Grits, Ouais, tu avais on fait un peu parlait le de même Grits. cheminement. D'ailleurs, tu t'étais retrouvé un petit peu avec des Complètement gens par hasard, par j'étais hasard, ouais. arrivé chez un gars franco-américain, là, Yvan, qui m'avait accueilli chez lui et au cours du voyage, voilà, il m'avait dit qu'il y avait une opportunité d'aller sur un rodéo. Comme quoi, en fait, il n'y a pas vraiment de hasard. C'est-à-dire qu'il y a, d'un côté, il y a l'hospitalité américaine, Ouais. et d'un autre côté, bah, toi qui es ouvert de toute façon, en fait, Ah tu ben es c'est ouvert à la l'idée. rencontre. Enfin voilà, Ouais, c'est si tu pars dans un voyage fermé, c'est tu vas faire moins de c'est plus rencontres, c'est sûr. compliqué. Mais non, il faut saisir les opportunités. Alors après, aux États-Unis, tu sais, c'est un peu compliqué parce que en fait euh, les gens, c'est un peu à double tranchant. Il y a des gens très fermés. Et des gens très ouverts, donc il faut savoir en fait gérer le truc. Tu vois, j'avais rencontré un photographe à Livingstone dans le Montana qui faisait des très beaux portraits d'Indiens, d'Amérindiens avec leur coiffe, tout ça, de cow-boys, tout ça. On avait eu un super échange sur le moment. Tu vois, où j'avais Ouais. montré mon bouquin. Mhm. J'étais arrivé avec un bouquin avec en haut, je crois. Mhm. Et on a eu un super échange, genre t'es le best friend, quoi. Et puis après, C'est c'est ciao. en fait, il y a nous, notre côté latin, effectivement, où on noue beaucoup de choses humainement. Eux, c'est plus compliqué. Voilà, Beaucoup de superficialité, tu veux voilà, dire. Puis en beaucoup de plus, ça dépend superficie. des États aussi, parce que Oui, alors, là, tu parles de certains États qui sont plutôt Midwest. ouais. Bon, si tu vas à New York, par exemple, je vais à l'exact opposé. C'est Non, pas mais du tout. New York, c'est pas les États-Unis. Ouais. Mais les pires pour moi, les pires, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup, j'ai fait à l'Est, Boston, tout ça, en fait, le New Hampshire, tout ça. Mhm. J'ai fait la Californie, j'ai fait tout ce qui est Ouest, Arizona, tout ça, enfin voilà. Et bizarrement, ça va faire un peu bizarre de ce que je vais dire, mais moi, les pires, c'est les Californiens. Je peux pas c'est compliqué. Ouais. Pas dire que je peux pas les saquer, mais presque. Oh, tu Non, peux, parce t'es que en c'est France. ultra, ultra, ultra. Tu peux rien nouer avec eux. Hyper superficiel. C'est oh my gosh. Bah oui. Voilà. Et les plus sympas, je dirais que c'était les Texans. Alors là, contre toute Bizarrement, attente, oui. contre toute attente, c'est des gens hyper intéressés de savoir d'où tu viens. On nous a arrêtés dans la rue en nous demandant mais vous êtes européen? Un Oui, look d'européen. c'est pas faux, cela dit, hein. Et hyper intéressés de savoir d'où on venait, tout ça. Même les cow-boys, alors eux, c'était un peu plus fermé, mais parce qu'ils comprennent pas beaucoup, ils sont jamais sortis de chez eux, hein, donc de leur ranch, donc ils comprennent pas beaucoup de choses. On nous a demandé si en Europe comment on payait avec des euros, mais vous faites du troc, Ah voilà. oui, Ah ouais, non, à ce non, niveau-là. Ok. tout ce qu'ils écoutent de la journée, c'est Fox News. Mhm. Donc, en fait, voilà, faut les excuser. Parfois, tu as envie quand même de les excuser sur plein de choses. Et donc, voilà, moi, ça a été vraiment des rencontres vraiment, vraiment. Alors, sincères, j'en sais rien, c'était sincère de mon côté. De l'autre, je ne peux pas le savoir parce que j'ai pas continué Le, là-dessus. Mais le cow-boy que tu as rencontré pour le dernier voyage que tu as fait pour Echoes of the Rockies, ça avait l'air sincère parce qu'il quand ça même, avait l'air sincère, il mais arrête une journée de travail, c'est quand même difficile. totalement. Ouais, ouais. Non, non, là-dessus, sur le présent, oui. Je te parle de l'après, en Ah fait. oui, oui. Voilà. Ouais, 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 effectivement. Moi, je continue à avoir des rencontres que j'ai eues il y a 40 ans. Mm. Là, écoute, si je passe dans le coin, j'irai le revoir. Mais entre, je sais pas comment il m'accueillera, je sais pas comment ça sera. Mais c'est pas grave, Ça c'est peut très bien. s'organiser. Ouais, ouais. Et puis, ça se passera certainement très bien. Et puis voilà. Ça me fait penser, tu aimes, est-ce que tu aimes le cinéma? Et j'aime beaucoup le cinéma. Parfait. Je suis moins pointu que toi, mais Peut-être sur le sujet que j'allais lancer. Est-ce que tu as vu le dernier film de Kevin Costner? Avec et de Kevin ne m'en Costner. parle pas. Horizon. Horizon. Ne m'en Alors, parle pas parce que pourquoi? je l'ai depuis. Alors, je suis pas allé le voir au cinéma. Je suis un peu, moi, j'ai un peu de mal avec le cinéma. J'aime pas entendre l'autre bouffer du Ah, popcorn à côté de moi. t'as du mal avec la salle de Voilà. cinéma, tu vois. Mais et donc j'attends en général parce que chez moi je me suis fait une bonne salle de télé. Mm. Donc je préfère être peinard dans mon canapé avec mon grand écran. Mais en fait donc je l'ai acheté au moment où il est sorti en VOD et je ne l'ai toujours pas vu. Ah, tu Et l'as pas vu? pourquoi? Parce que ma femme ne veut pas le voir Mais non. et qu'à chaque fois je dis oh,
On va le voir. Et, Est-ce que c'est parce qu'il dure 3 heures? Et donc, comme c'est 3 heures, il faut Ouais. que je trouve le temps de me poser quand je suis seul pour pouvoir le voir. Mais ça sera encore meilleur. Je pense que Ça sera encore il faut que meilleur. tu le vois Oh, absolument. bah, Parce que moi, je suis ultra fan de toute façon de Costner. Je suis t'aimes Yellowstone, je parie? oh, bah, Bon, bah, je pense. Yellowstone, Mais c'est dans évidemment. la droite lignée, en Ouais, fait. ouais. Donc, Non, mais j'ai pas de doute. Je sais que j'aimerais. J'en suis certain. Puis de toute façon, il faudra que j'aime parce que voilà. Mais je prendrai le temps de le voir. Oui. par contre, c'est terrible. C'est ça aussi que je voulais parler de ça avec toi parce que Kevin Costner a pris un énorme risque avec ce film. Il a même mis des billes personnelles dans cette histoire. Tout à Ça fait. lui a coûté cher. Ouais. Et Ne malheureusement, le t'inquiète film. pas, il y en a encore. Je suis pas son trésorier, mais j'imagine. Mais en tout cas, le film a tellement pas marché. Ouais. Moi, j'ai aimé le film, Mm. mais le film a pas marché. Peu de gens se sont déplacés pour aller le voir, et du coup, ça remet en question. Alors, le 2, il est tourné, donc on l'aura. Ouais, tout à fait. Mais il voulait faire ça en 3 ou 4 Ouais. films. Je pense que c'est mal barré. Après, faut laisser le truc un peu se décanter. Je pense qu'il l'a fait trop tôt de Yellowstone, à mon avis. Et Ouais, mais tu c'est sais, un il y a- projet qui l'a dans sa tête Oui, depuis mais longtemps. justement, quand on va voir le 2, tout ça, je pense que ça va devenir un classique. Et que ça sera une belle saga au final. Et que voilà, je comprends pas pourquoi il a été boudé. Parce que le western revenant un petit peu à la mode. Ah, tu crois qu'il revient à la mode? Regarde le nombre de séries. T'as qu'à voir le nombre de séries sur Netflix, sur Paramount, tout ça, qui sont dédiées à l'Amérique, au Far West, Je le voyais pas il y comme en a- ça. il y en a Je pensais justement que c'est un genre que j'aime bien, le western, Ouais. mais il me semblait qu'il était peu représenté aujourd'hui. Moi, je Alors trouve notamment de au plus en cinéma, plus. parce que là tu parles de séries, c'est Ouais, streaming, tu vois. voilà, Mais mais au cinéma, voilà, c'est un genre qui a disparu, ça c'est oui, certain. Mais parce qu'attends, le je Far pense West, qu'il c'est un genre qui s'épanouit en après, cinémascope, quoi. ouais, mais après, je sais pas à qui il a voulu parler, parce que quand on dit qu'il a pas marché du tout, il a quand même marché. Si tu veux, je pense qu'il s'est financé. Après, je pense qu'il s'attendait peut-être à ce que ça fasse un blockbuster. Peut-être pas, mais enfin, je sais pas. Franchement, je sais En tout cas, pas. c'est Je pas le suis pas cas. rentré dans les chiffres. J'ai rien vu. En tout cas, je t'invite à le Mais voir. c'est vrai que, il est là. Tu vois. Et encore ce week-end, j'ai eu un week-end un peu compliqué, donc j'avais besoin de faire la sieste. Mais il faut que je sois, voilà, il faut que je sois bien comme il faut. Et je veux le voir dans de bonnes conditions. Donc j'attends Le bon j'attends le bon moment. moment. Très bien, le tea time. Voilà. De quoi je voulais parler? On a parlé donc de tes 2 livres Oui. qui concernent surtout le western, Oui. mais tu as plus récemment sorti Les petits carnets photographiques. Exactement. Alors avant, pour rester sur le western, Ah, dis-moi. je t'en ai pas parlé. Oui. Mais en fait, je pars exposer à Austin en septembre. Je comptais en parler en fin d'épisode. Ah, pardon. Mais On alors en franchement, parlera. mais si tu veux faire le lien Non, avec... non, écoute, voilà, c'était juste... Tu as c'était, comment on dit, spoilé... sans transition, mais en fait, on en parlera, j'ai rien dit. On en parlera après. Du coup, les petits carnets photographiques. Petit carnet photographique. Voilà, alors ça, c'est une édition. Une petite édition. Je te laisse les prendre. En fait, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment parce que les voyages, c'est bien beau, mais on a beaucoup de très belles choses en France. Et je voulais faire une collection de tous les... Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de photos de France, de différents endroits de France, mais voilà, je vais pas faire un bouquin à chaque fois que je pars dans un coin de France. Enfin, une belle édition comme j'avais pu faire pour En haut ou le bassin romantique. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça en petite édition, voilà, une petite collection très colorée, avec une 40aine de pages, dans un format sympa avec des petites vignettes, parce que moi j'aime beaucoup ça, je trouve ça très intime, avec des petits textes que j'ai rédigés. Et voilà, c'est des espèces de fenêtres en fait sur des coins de France. Donc là, j'ai sorti pour l'instant effectivement ce qui m'entoure, le Pays Basque. Alors le Pays Basque, pourquoi? Parce que j'avais des photos dessus, mais la galerie qui me représente à Megève vient d'en ouvrir une à Biarritz, Okay. la galerie d'Altra. Il y avait un besoin. Il y avait un petit besoin. La presqu'île du Cap Ferré, voilà, parce que ça fait partie de mon ADN. Le bassin d'Arcachon pour différencier les ferrés capiens d'Arcachon. Donc là, le bassin d'Arcachon plus global en bassin d'Arcachon. Tu es plus nord-bassin ou sud-bassin? Excuse-moi, je te Comment? coupe. Tu es plus nord-bassin ou sud-bassin? Je suis bassin tout court. Oh, Moi, non. Non, mais vraiment là, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de... Il n'y a pas de Il n'y a rivalité? pas de rivalité. Moi, je trouve que si le terrain d'entente, c'est le banc d'Arguin, voilà. C'est tout le monde arrive au banc d'Arguin, chacun se regarde et dit mais il est différé, il est d'Arcachon, celui-là. Puis finalement, ils boivent des coups ensemble et puis voilà. Non, non, j'aime le bassin global et globalement et je trouve que les plus beaux, pour le coup, les plus beaux coins sont dans le fond de bassin. Donc voilà. Et le pays du Mont Blanc, voilà, qui est un petit résumé pour ceux qui peuvent pas se payer effectivement aussi l'édition en haut. Oui, on C'est en des petits parlait carnets à hors 25 caméra, mais euros ouais, voilà. et voilà. Il y a un prix un peu plus abordable Et pour les petites exactement. bourses. Oui, parce on peut dire le prix des petits carnets Oui, photographiques. oui. 25 euros, tu m'as dit. 25 euros, 25 voilà. euros. Je Que voulais pour les Bordelais et les Bordelaises, vous pouvez trouver à la librairie Mola. exactement sur mon site. Sur ton site aussi. Oui. Librairie Mola. Et puis là, je viens comme je t'avais dit, je viens de les recevoir, donc je vais développer la distribution aussi, puisque là, on n'est pas sur une édition fermée et limitée. Oui, oui, en Donc, plus. donc Ce qui voilà. justifie aussi le prix d'une certaine façon, Ce ça. qui justifie le prix. Et puis, c'est vrai que j'ai tendance, effectivement, sur les grandes éditions, à faire du limité ou à 1000 exemplaires ou à 500 exemplaires. Et c'est vrai que sur certaines, alors, en haut est en train là, il m'en reste encore des exemplaires, mais il est en train petit à petit de se terminer. Et le bassin romantique qui était le premier, lui, Out of il est stock. out of stock depuis très très longtemps. Ouais. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de demandes sur une réédition. Voilà, mais j'ai dit non. Non, ceux qui ont Ben, la oui. chance de l'avoir eu l'ont. Et voilà. Et on fera autre chose. Ben, sinon, la valeur n'a plus aucun intérêt. Tu perds la valeur du lobby. Si tu pars du principe que tu fais un truc limité, il faut que ça soit Exactement. limité. Ouais. Ou une deuxième édition pour avoir la chance d'avoir la première édition. Non, mais par contre, je vois ce que Taschen fait, par exemple, donc une maison d'édition. Je vois ce qu'ils ont fait, par exemple, avec Helmut Newton. Ouais. Je crois d'ailleurs que dans le salon, on l'a. Bon, bref, je le vois pas, c'est pas grave, Ouais. peu importe. Le Sumo, Le l'édition sumo, ouais. Sumo, Mhm. qui a été fait en 1500 Ouais, exemplaires, je ouais. crois, ou. Bref, peu Mhm. importe. Et ensuite, ils l'ont fait en plus petit Ouais, format. mais ils font tous, en fait, chez Taschen, c'est leur principe, en fait, de sortir des éditions limitées, collector, et après Mais du ils coup, il ont y a le tout. format qui change quand Ouais, même. ouais, oui, le format, ouais. Pareil sur. Alors, je conseille l'achat de ce livre merveilleux. Taschen, je trouve que plus ça allait, moi, leurs éditions étaient intéressantes. Et là, en fait, il y a eu du changement chez eux, puisque je crois que c'est la fille de Monsieur Taschen qui a repris un peu le truc et elle veut recentrer un peu les choses. Donc, elle fait des choses bien, des choses moins bien, parce que je crois qu'elle veut arrêter les éditions internationales. Il n'y aura plus d'éditions en français ou des choses comme ça. Ça va être surtout en anglais. Merde. Mais elle restructure un peu le truc. Et là, je me suis dit que dans sa nouvelle ère, il y a le nouveau livre sur Curtis, sur Edward Curtis, Ouais. qui est absolument dingue. Tu l'as vu? Ah ben je l'ai. Ah, tu l'as pas. Voilà, c'est encore mieux comme ça. Et il existait en fait, eux ils avaient sorti en fait avant l'édition Curtis, mais en petit format, avant de sortir la belle édition. Alors je vous le conseille parce que c'est un livre alors qui est à 100 euros, mais qui est pour moi pas cher parce que le papier est magnifique. La gravure est magnifique, la façon est magnifique. Il est en 4 langues directement dedans. Et surtout, il traite de toutes les ethnies amérindiennes, classées par ethnie. C'est absolument magique. Voilà, je recommande C'est de la petite reco. vivement. Généralement, Taschen, à partir des livres à plus de 100 euros, c'est quand même du beau papier quand même. C'est pas sur tous. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Alors j'ai dû bien tomber parce que quand même, parce que quand tu descends après en gamme à des livres à 50 ou même moins, oui là forcément c'est un peu plus. Et là vraiment, je recommande vivement. Okay. Et celui, tiens d'ailleurs, je te le dis parce que toi tu aimes ça, pareil, la nouvelle ère, celui sur Kubrick est incroyable. Voilà, en 2 volumes. Tu l'as vu? Je l'ai. Oh, putain. Désolé. Non, mais je suis collectionneur de livres. Je sais, on en avait parlé. Si un jour tu viens à la maison, tu comprendras. Parce que je le vise celui-là, mais je ne l'ai pas encore acheté, effectivement. C'est très 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 beau livre. Est-ce que tu as aussi le livre qu'ils avaient sorti sur Kubrick, sur toute la pré-production du film qui n'a jamais été réalisé sur Napoléon?
Pas du tout. Non, non, pas du tout. Ça a l'air Alors après, exceptionnel. c'est là, je l'ai acheté parce que l'édition était très belle. J'adore Kubrick et que là, c'était assez intéressant. Mais ce que j'achète surtout comme livre, c'est surtout les livres sur la photographie. Mais voilà, Oui, c'était une exception. une exception. Voilà, Est-ce que tu as le livre sur Kubrick, enfin oui, sur ses débuts en tant que photographe? pas du tout. Non. C'est exceptionnel. Je crois qu'il y a encore, il existe encore. Moi, Ouais, je l'ai en format XL. ouais, ouais. Et c'est tous ses débuts quand il travaillait à Life à New York. D'accord. Et Ok. il était photographe tout Ouais, simplement avant ouais. qu'il fasse des Mm. films. Et déjà, il avait un sens de la composition qui était. Il était jeune, Ah hein, ouais, ouais, 18, ouais, 20 ans à peine. ouais, ouais. Et il faisait déjà des dingueries. Eh oui, les Donc génies, voilà. c'est comme ça. Eh C'est oui, depuis ça tout le temps. commence tôt, hein, le génie. Je regarde mes petites notes. Oui, On a parlé donc de tes livres. On a parlé des petits carnets oui. photographiques. Alors, je Euh, vous conseille les petits carnets photographiques, autopromo. Je bien sûr. conseille, ils sont vachement bien. Bien Hein. sûr, Ils sont beaux. on Hein. les conseille. Je voulais faire du commentaire photo avec toi. Ouais. Alors, j'ai ramené mon iPad. Alors, pour ceux qui écoutent en version podcast, en version audio, je vais décrire sommairement la photo, mais je Mhm. vous invite évidemment à venir sur YouTube où il y aura une incrustation de la photo. Et du coup, je crois que j'ai sorti 4-5 photos, pas plus. Je voulais en fait te les montrer. Ça s'affiche à l'écran pour les gens et que alors soit que tu nous racontes une anecdote sur la photo, soit le procédé. En fait, ce qui te passe par la tête, ça peut être 3 mots comme ça peut être 10 minutes. Donc, je te les montre Vas-y. et tu tournes vers la droite après. Allez. Alors, Première photo. Matt et Karen. Ben voilà. Donc là, une photo où on voit 2 cow-boys Voilà. à Le cheval. fameux Matt Oui. et Karen, sa fille. Femme. Cousine. Pas du tout. Non, non, c'est sa fille, mais qui s'appelle Lorraine. Ah, Et en fait, alors Karen, moi, c'est la petite histoire, c'est pour ça que je rigole, c'est parce que mon agent l'appelle Karen. Voilà. Donc c'est une petite, c'est devenu. Elle a appelé Karen une fois. Et en fait, c'est devenu un running gag. running gag, Et ouais. voilà, elle appelle Karen. Et on lui Ok. donne maintenant plein de noms, mais c'est Matt, donc le père, celui que j'ai rencontré voilà, dans ce le bar. bar. Et Lorraine, sa fille, avec son cheval préféré. Est-ce que tu as cheval là-dessus quand tu prends la photo? Je ne suis pas à Tu n'es cheval. pas à cheval. Non, je ne suis pas à cheval parce qu'il y a un moment, il faut savoir gérer des choses. Tu sais pas Alors, faire du cheval? je sais monter. Je dirais pas, je suis un très bon cavalier. Mais là, c'était pas, c'était pas l'idée. C'était surtout que je sois très mobile pour pouvoir faire les photos que je voulais. Oui, évidemment. Et qu'à un moment, ça a beau être des mobylettes, leurs chevaux, ça reste quand même des grandes étendues. On ne sait pas ce que peut avoir. Mais tu vois, ça a marché sur mon voilà. imaginaire. Je vais t'imaginer un cheval là, sur cette Bah photo. alors, j'étais à cheval. Oui, J'avais mon Stetson. laisse-moi rêver un J'étais- peu, écoute. Et j'étais sur mon cheval accru. Voilà. Et écoute, et outre ton style Oui. pictorialiste, on peut le Oui. dire maintenant, moi, ça m'a fait penser à une scène de cinéma. Franchement, ça Ah, m'a mais fait rêver en totalement. ce sens, tu vois. C'est Totalement. exceptionnel C'est d'avoir très cette inspiré. vue-là. Tu sais, moi, j'ai été bercé à la séance, comment elle s'appelle truc d'Eddie Mitchell, Ah, la dernière séance. oui, la dernière séance. Ouais. Voilà, donc on regardait souvent des westerns, donc moi j'étais piqué à ça, donc effectivement j'ai un regard un peu cinématographique. Ouais, C'est quoi ton aussi. western préféré d'ailleurs, si t'en as un? Ou un de ceux que tu préfères? J'aime pas, en fait, à chaque fois, j'aime pas trop moi les classements et les. Bon, l'un Il de y en a, ceux. il y en a qui me, parce que je pense pas qu'on puisse avoir un truc préféré en fait. En fait, ce qu'on aime, c'est des choses où on a eu plein d'émotions et on peut avoir des émotions différentes dans chaque chose et dire un truc, c'est mon préféré, j'aime pas trop. Mais moi, j'aime. Alors après, mais c'est pour ça quand je te dis, par exemple, je vais adorer Liberty Valance parce que j'aime ce côté surjoué de John Wayne, tout ça. Voilà, ça me fait marrer. C'est les bases en termes de lumière, tout ça. Donc c'est génial. Mais après, quand on veut vraiment du cinéma tel qu'on l'entend de l'Ouest, moi, Danse avec les loups, je me le refais une fois par an. C'est un truc de fou. Après les spaghettis, mais les spaghettis, le problème, c'est que pour moi, c'est pas du western à l'américaine, c'est quelque chose encore à part. Donc,
C'est une vision fantasmée, un peu plus Ouais, violente. exactement. Hmm. Mais donc, j'ai pas, voilà, j'ai pas T'en as pas un de préféré. Mais un de préféré, après, je non. te comprends, surtout Non. qu'en plus, les tops, moi j'aime bien faire des tops, j'avoue. Parce que ça m'aide Mm. à analyser les films et ce que Ouais, j'aime. Surtout que les tops, ils évoluent selon l'âge. ouais. Et donc, tu vois, je fais des tops, mais ils sont Mhm. jamais Mm. Ouais, ouais, inscrits mais dans le je marbre. comprends. Hein, C'est et une puis, manière de ça discuter de existe, films, en les fait. tops, tout ça. Moi, j'ai consulté de temps en temps des tops machin pour voir ce que les gens en pensent. Mais moi, j'arrive pas à me décider, quoi. C'est terrible. Et pour En même temps, l'instant, il en y en a général, tellement. j'arrive à me décider sur beaucoup de choses, mais ça là-dessus, non. Non, je peux pas. Très bien. On C'est va comme, pas- comme la musique. Voilà, pareil. Oui, oui, oui. Ça, j'ai encore plus de mal, moi, la Ouais. musique, à faire des tops. On passe à la photo Allez, suivante. photo suivante. Alors, pardon, alors là, pour la petite histoire, donc c'était les deux, on n'a pas parlé. Et, euh, et c'est leur terre, un truc de fou. Là, ils sont sur leur terrain. Ouais, ils sont sur leur terre. Ouais. Mm. Alors, celui-ci. C'est laquelle déjà? Je me rappelle. Pardon. Montre-la moi. Oui. Ah. Alors, ça, c'est assez intéressant parce que, bon, évidemment, c'est au Texas. C'est ce rodeo, rodeo School. Donc, le rodeo School, j'étais au Texas, on refait la genèse, on me dit qu'il y a un rodeo school, la personne qui m'accueille, qui est un ancien champion de rodéo, doit aller faire, enfin on lui demande de venir faire euh, de venir encadrer la chose avec d'autres champions pour exercer des jeunes qui n'ont pas les moyens de faire du rodéo. Mm. Donc c'est Ouais. toujours aux États-Unis, ils sont très là-dessus, tu sais, les financements de ceux qui n'ont pas les moyens, tout ça. D'ailleurs, je te coupe Et 30 oui. secondes pour ceux qui écoutent le podcast en version audio. Mm. Donc, cette photo, c'est le portrait d'un cow-boy, D'un d'un cow-boy, homme, assez exactement. mystérieux. On voit pas son Assez regard. mystérieux à chaque fois. Alors, on me demande souvent si j'ai fait poser les. Ouais. Donc, c'est pour ça, la pose Mm. intrigue un peu. Je n'ai fait poser aucun des cow-boys qui sont dans cet ouvrage. Et dans cette série, en fait, il y a une telle concentration, une telle humilité, en fait, de la part de ces cavaliers, qu'ils ont souvent la tête penchée. Un moment d'introspection. Tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. Ouais. Donc là, moi, j'étais au 200 mm et j'ai essayé de voler des photos, effectivement, pour pas avoir justement ce côté posé. Et puis finalement, ça fait quelque chose de posé, mais il pose pas, en fait. Pour pas le déranger, en tout cas, aussi. Exactement. Mm. Et puis de toute façon, ils te font comprendre qu'il faut pas. Ouais. Là, la testostérone, elle est un peu au taquet. Donc voilà, un soir avec une sublime lumière de novembre au Texas, ce moment magique et tous ces jeunes cow-boys. C'est vrai que ça fait un peu, quand je le revois un peu, ça fait un peu gravure de mode, mais il y a rien de mis en scène, il y a rien de mise en scène et il y a rien de posé. Voilà. Et c'est un de mes portraits préférés de ce que tu as fait. Mm. Il est magnifique. Et c'est marrant parce que dans la série, il y en a un autre. André Carrara, qui est un très grand photographe de mode, de la mode des années 80, Ouais. qui a lui dévoilé Laetitia Casta Ok. et plein d'autres, qui a fait beaucoup de couvertures de Vogue, de Elle et de Marie-Claire, qui est un ami. Et il m'a acheté une de ses photos et il me disait, mais tu l'as fait poser celui-là? Je dis non. Et il a vraiment, je t'invite à aller voir son travail, André Carrara. C'est d'une élégance sans nom. Mais vraiment, une élégance sans nom. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un de très élégant. Et il me dit, mais non, mais tu l'as fait poser. Je dis, non, je te jure, je ne l'ai pas fait poser. Il insiste en plus. Il me dit, parce que, je te dis ça parce que cette photo, si je l'ai achetée, c'est parce que j'adore sa pose. Et il me dit, si j'avais dû la photographier, je l'aurais fait poser exactement comme ça. Donc c'était assez amusant. Voilà. Encore une. Oui, je comprends. Donc il y a d'élégance dans mes cow-boys. J'étais hyper content. Alors, suivant. Alors, montre-la moi la photo. Je n'ai plus le. Alors, bah, tu verras pas. Voilà, tu devines. Comment je fais pour la décrire? Voilà. Oui, bah, on en reste toujours sur la même thématique, mais cette fois-ci une image de rodéo. De rodéo. Un homme sur un cheval. Donc c'est là, voilà, ça fait partie de la série toujours au Texas, qui de ces cow-boys en fait, c'est Grits, c'est Ghost Rider in the Sky. Ouais. Voilà, ces espèces de marionnettes sur leurs chevaux en l'air. Ces marionnettes, pour reprendre un peu la chanson de Cabrel. En fait, c'est ces gars qui, pendant 8 secondes, risquent leur vie.
Voilà, Ouais, sur c'est ces dingue, hein, chevaux. ce truc. Et c'est très, 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 très. Mais je trouve que c'est vraiment un mélange. Quand on voit les photos, c'est un mélange c'est un sport d'une violence extrême, Ouais. mais d'une élégance folle, je trouve. Et quand on se retrouve, voilà, où ces chevaux en l'air, mais parce qu'on n'imagine même pas la brutalité de l'instant. En fait, c'est la puissance que développent ces chevaux. Alors pour les détracteurs, hein, je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais ces chevaux ne sont pas maltraités. C'est des chevaux qui sont sortis, en fait, qui sont indébourables, en fait. Ce qu'on ne sait pas, ce sont des chevaux indébourables et qui donc ils ne sont pas et ce n'est pas possible de les débourrer pour les apprivoiser, pour les faire travailler. Donc ce sont en général ce sont des chevaux qui sont faits qui sont dédiés à l'abattoir et donc ils sont gardés et qui sont mis dans des étendues juste pour voilà pour être mis 8 secondes avec un cavalier dessus. Voilà. Bah, après, effectivement, quand ils sont pas assez énervés, on les titille un Oui, c'est ce peu, que j'ai te demandé, ouais. mais c'est vraiment pas du tout de la maltraitance. Ils Voilà. leur font des guilis. Voilà, ils leur font des petits guilis. Voilà. Et encore une fois, ça reste 8 secondes. C'est pas une corrida, on les abat pas. Oui, il n'y a pas une Après, mise ils avant, ouais. repartent dans leur champ. Voilà. Ouais. Ils ont juste été excités. Hein. Ils ont juste été excités pendant quelques secondes. Exactement. Ok, d'accord. Voilà. Je crois qu'on en avait parlé justement. Ça me dit Ouais. quelque chose maintenant que tu me le dis. Ouais. Photo suivante. Voilà. Photo suivante. Alors, oh, une laquelle lune. est-ce? Voilà. Oui. C'est une photo fantasmée au-dessus du banc d'Arguin. Voilà. Donc des pins avec Voilà, une des gigalune. pins, une gigalune et le banc d'Arguin derrière. Voilà, c'est une vision fantasmée en fait de notre pays, du bassin d'Arcachon que tu connais bien. Très bien même. Et je voulais en fait, j'ai beaucoup été influencé, c'est vrai, par un peintre qui s'appelle Jean-Paul Allot. Ok. Qui était un peintre en fait début 1900 et qui il a été très connu pour ses peintures, ses encres, surtout ses dessins qu'il appelait les visions japonaises. C'est génial parce que j'ai sélectionné cette photo parce que je l'aime beaucoup et parce qu'elle me fait penser à certaines estampes japonaises. Et en fait, voilà, je t'invite à aller voir le travail de Jean-Paul Allot, qui avait fait toute une série qui s'appelle Les Visions japonaises, qui ne sont que des visions du bassin d'Arcachon, traitées comme des estampes japonaises. D'accord. Il avait fait ça et une sur Tahiti. Voilà. Okay. Et donc, c'est devenu quelque chose de très connu chez les collectionneurs. Ça s'arrache à prix d'or dans les ventes maintenant. Et comme j'ai un amour profond pour son travail, c'était un petit peu un hommage que je faisais à ce Jean-Paul Allot. Voilà. Vision totalement fantasmée. Oui, j'imagine. Mais très beau, très réussi. Voilà. Suivant. Ah. Quelle est-ce? Blétière. L'aiguille de Blétière. Pardon? L'aiguille de Blétière. Le nom de la montagne donc, qui est sur la photo et qui vient de En haut, ton livre. Exactement. Alors, celle-ci n'est pas d'en haut. Ah, d'accord. Voilà, elle fait partie de la série, mais je l'ai faite après, en fait, l'édition d'en haut. Et en fait, c'est une aiguille qui s'appelle donc l'aiguille de Blétière, je répète, et qui se trouve au-dessus de Chamonix. D'accord. Voilà. Et de temps en temps, tu as des espèces de doigts de Dieu, en fait. Ce que j'appelle, moi, en photo, les doigts de Dieu, tout est réuni. Voilà, le petit rayon de soleil qui passe, le nuage qui laisse apparaître la pointe, la roche, cette espèce de mélange de douceur des nuages et le contraste avec la dureté de la roche. Enfin, voilà, il y a une comment dire, une façon de mettre en scène le gigantisme en fait dans cette photo et dans d'autres photos qu'il y a aussi dans le livre de En haut que j'aime particulièrement. On a l'impression de voir des géants. Ça fait pas ça à toutes les photos de. Ce sont des géants par nature évidemment, mais on n'a pas l'habitude. Enfin, c'est pas tout le temps qu'on ressent ça en voyant une photo de montagne. Là, je trouve que tu arrives à vraiment gérer ce côté gigantisme. Bah écoute, c'est gentil de me le dire, merci. Non, après, si tu veux, moi, j'aime beaucoup écouter les avis sur mon travail parce que je cherche pas du tout à analyser mon travail et c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'ancré. Je ne veux pas l'analyser, je ne cherche pas à l'analyser. Quelle raison exactement? Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne veux pas avoir de discours intellectuel sur mon travail parce que je pense que l'art ne doit pas avoir de discours intellectuel. Que avant tout c'est de l'émotion
et que je veux que les gens aient une émotion. Alors ça se traduit effectivement par, mais ce que tu me dis toi sur cette émotion que tu as, ce gigantisme, ça peut être quelque chose qu'un d'autre. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, en tout cas, d'écouter les avis de chacune et de chacun. Mais, je comprends l'idée. Mais je veux que ce soit juste une émotion. Voilà. Ça t'arrive jamais, du coup, a posteriori, genre j'en sais rien, 2-3 ans plus tard, de revoir, par exemple, un livre, puisque tu sors ton travail en livre. Donc, tu as quand même un support sur lequel tu peux revoir un ensemble de photos. Ça t'arrive jamais de te dire, ah tiens, là, j'ai essayé de faire ça, ou ça ressemble à un espèce de truc général? Pas du tout. Quand j'ouvre, je me dis juste, oh putain, c'est beau. Alors, c'est cool, je dis ça avec beaucoup d'humilité. Mais si je fais ce travail, c'est parce que je trouve ça beau. Et il y a un moment, tu l'as pris en photo. Et à un moment, voilà, j'ai pris cette photo, je fais ce traitement parce que l'esthétique et le fait d'oublier un peu les photos et de les revoir, c'est pour ça que quand je dis, putain, celle-là était pas mal, c'est juste parce que le fait de prendre du recul, t'oublies un peu cette photo et quand tu la revois, moi aussi, je suis désolé, mais je peux avoir aussi des émotions sur mon travail aussi. Je suis pas en train de oh putain, c'est bon mon travail, machin. Non, c'est juste, voilà, quand tu reviens dessus, tu entends. Alors, il y a des photos que je trouvais super à l'époque, que je trouve moins bien. D'autres que j'avais oubliées, qui reviennent. Et voilà, il faut avoir un œil un peu critique sur son travail, mais au-delà de l'émotion. Voilà, je veux pas du tout de discours intellectuel. Ok, je comprends. C'était la dernière photo. Voilà. Sur les photos de montagne c'est quoi le procédé? Tu vas aussi en voyage et puis tu trouves des belles choses, ou tu vas exprès pour faire des photos? La photo, je te le redonne. Tu peux le laisser là. J'y vais, non pas du tout. J'y vais pas du tout exprès pour faire des photos. Moi, j'adore la montagne. Voilà. Depuis gamin, je vais à la montagne. Mes parents travaillaient beaucoup. Ils m'envoyaient beaucoup en comment? En colonie. En colonie, exactement, dans les Pyrénées. Donc, j'ai été comme hiver. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à la montagne et je crois que c'est resté un peu ancré en moi. Même, il y a cette petite anecdote, en fait. Voilà, il y a des hauts et des bas dans la vie. Et j'étais allé voir, pour aller mieux, un hypnotiseur. Ouais. Et il m'avait dit de trouver un coin où j'étais bien dans ma tête. Voilà, pour me ressourcer, machin. Direct, j'ai pensé à un lieu où j'allais gamin, dans les Pyrénées, à Font-Romeu. Et voilà, donc, je me suis aperçu que la montagne est vraiment... alors, le bassin, évidemment, mais je trouve, pour moi, la montagne est plus forte que la mer. Et en fait, c'est un lieu de recueil, c'est un lieu... enfin, voilà, j'ai la chance d'avoir quelque chose là-bas à la montagne. Donc, je peux y aller souvent. Et en fait, j'aime randonner. Voilà. Alors, je ne suis pas alpiniste, je suis randonneur. Et parce que d'abord, voilà, je ne suis pas un mania de l'effort décuplé que peut engendrer l'alpinisme. Moi, j'ai besoin de prendre du plaisir et je ne trouve pas de plaisir dans l'effort physique. Voilà, comme beaucoup peuvent voilà. Donc voilà, je randonne beaucoup. Et dans ces randonnées, voilà, comme c'est quand même mon travail et ma profession, j'ai toujours un appareil photo avec moi. Et ce sont des rencontres, voilà. Et comme un voyage, chaque randonnée est un voyage, et je fais des rencontres avec ces paysages. Et cette lumière. Voilà. Exactement. Des fois, c'est vraiment exceptionnel, les lumières que tu as à disposition. Et c'est après, voilà, tout à l'heure, je te parlais du doigt de Dieu, c'est ça, il faut être patient, il faut savoir attendre. Et puis, suivant les endroits où tu vas, c'est comme la rencontre de Matt. Tu rencontres dans ta randonnée un paysage, une lumière, et tu n'as plus qu'à déclencher. Exactement. Je regarde mes petites notes. Mais vas-y, Où en est-on? Je pense qu'on est vers la fin. Oui, je voulais faire un petit point. Bon, ça va faire la transition tout doucement. Matériel. Il y a un truc qui m'avait interpellé. Pour Panajou, justement, tu avais fait une petite vidéo unboxing sur le Sigma BF. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, il t'intéresse cet appareil? Pas du tout. Non. mais je me disais, mais c'est pas un moyen format, ça? Non, alors, pas du tout. Si, l'objet d'intérêt, parce que je suis un débile de matos.
Donc, évidemment, parce que l'objet est juste dingue. Si Apple avait dû sortir un truc, je pense que Oui, ça serait c'est ça. vrai. Non, non, l'objet est vraiment très... Je vous conseille de venir le voir en magasin. C'est pas du tout pour Panajou que je dis ça, mais l'objet est vraiment une pièce assez rare. Et je crois que dans la production d'appareils photo actuels, il n'y a rien d'aussi joli, je Ah, pense. c'est très tranché, hein. Ah, À la limite, on pourrait parler de Leica dans une espèce ouais, mais non, de... même pas, Mais parce ça que ressemble Leica, pas... ça ressemble à un appareil photo. Oui. Là, c'est Ouais. un truc vraiment à part. Je crois qu'ils ont fait un truc vraiment à part. Je l'ai pas tenu en main. Il est lourd? Pas du tout. Ah ouais, Non, c'est non, parce qu'il paraît lourd, il non, paraît mais ouais, massif en fait. c'est ça qui est fou, c'est que ça paraît massif, tout ça. Et puis, Et tu l'as non, essayé franchement. après ou pas du tout? Alors, on est pour l'essai, on avait été faire quelques. Ok. Alors après, moi, ce que j'aime pas, c'est pour ça que je l'achèterai pas, parce qu'il n'y a pas de viseur. Et pour moi, moi, il me faut un viseur. Non, Je cadre dans mon viseur et pas sur l'écran. ça je comprends. Ouais. Donc, parce que déjà, je suis bigleux, voilà, j'y vois rien, et qu'il y a toujours un reflet à la con, et que voilà, j'ai besoin d'avoir mon cadre dans le viseur. Donc, c'est pour ça que je le fais pas. Et c'est pas du moyen format non plus. comment? C'est pas du moyen format non plus. Oui, mais après, le moyen format, c'est bien. C'est vrai que je fais des grands tirages, j'aime bien avoir des détails. Mais c'est pas une fin en soi. Après, le grand format, moi je préfère appeler ça maintenant du grand format que du moyen format, parce que le moyen format, c'était bien l'époque de l'argentique, parce qu'au-dessus, il y avait on n'appelait pas du plein format, on appelait ça du 24-36. Oui. Après, il y avait le moyen format, et après le grand format qui était les chambres. À part que maintenant, il faudrait remettre un peu ça, parce qu'on a l'impression que le moyen format, c'est plus petit que du plein format. Alors Oui, que oui. c'est... voilà. Après, moi, je trouve que voilà, donc je dirais le grand format en numérique, comme le GFX, comme Hasselblad. D'ailleurs, Philippe ne dit pas moyen format dans ça, quand même. Ah oui? Non, ouais. Ils disent quoi? Mais alors, je sais plus. D'ailleurs, je sais pas s'ils Ils disent disent pas. rien. Non, non, ils disent un truc. Je me rappelle plus. Je veux pas Bon, dire de bêtises, mais moi, je trouve qu'il y a une vraie... je reste en grand format pour la raison là, que j'ai évoquée, c'est-à-dire que je fais des grands tirages ouais, ouais. et j'ai besoin d'avoir les détails que je veux, mais ça, c'est personnel. Et puis surtout, quand j'ai envie de faire autre chose que du paysage, et notamment travailler avec des grandes ouvertures, ah ben il n'y a rien de comparable en termes de douceur et de progressivité dans les bokeh, dans les flous de arrière-plan. Et on a beau me dire, oh, machin, mais c'est pareil, tu vois pas la différence. Si, il y a un moment où tu le vois, c'est beaucoup plus rond. Il y a ce côté 3D vraiment. Moi, j'ai fait des photos, des portraits. On a l'impression que j'ai détouré les personnages pour les réincruster dans des décors, alors que pas du tout. Ouais, non, c'est vraiment exceptionnel. bluffant. Et d'ailleurs, il faut aller voir le travail de Jimmy Nelson, qui a fait des séries sur des tribus en Afrique au moyen format qui sont juste incroyables. Donc voilà. Mais après, ça a des inconvénients, c'est le poids. Pour tout te dire, le jour, j'en avais tellement ras-le-bol parce que je suis qu'en GFX. Et, tu as toujours Fuji. le premier ou le... Ah ben là, je les ai tous. Enfin, j'ai le 100S, le premier donc. J'ai le 102. Ouais. De seconde, comme j'ai le 50R. Ok. Et le nouveau, le 100... le nouveau, là, le petit compact. Oui, non. Celui qui vient de sortir? Oui. Non. Si, bah si. J'ai craqué. J'ai tellement envie de l'avoir celui-là. Magique. Aïe, voilà. aïe, aïe. Qui n'a pas d'objectif interchangeable? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oh là 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 je là. suis nul, c'est le 100... Enfin bon, le dernier petit. Voilà. Ouais. Et pour tout te dire, après, voilà. Alors, à part le dernier, effectivement, qui est toujours dans mon sac, que tu peux trimballer, le reste, c'est des optiques qui sont grosses. C'est vrai que quand je pars donc, il faut que je trouve des systèmes quand je pars en randonnée pour éviter de me péter le dos. Donc, j'ai développé un espèce de truc. Tu peux pas l'accrocher? En fait, quand tu l'accroches comme ça, en fait, à la fin de la rando, tu as le dos comme ça. Ça tire forcément sur les trapèzes et machin et trucs. Donc, j'ai développé un petit système. Ouais. Voilà, j'ai mon sac à dos avec mes deux petits crochets sur les sangles. Et je me suis fait deux petits avec des liens d'alpinisme là. Ouais. Et des crochets. En fait, je viens mettre mon appareil ici. Comme ça répartit le poids. Ça répartit le poids. Bien joué. Et je suis très très content de cette invention. Je vais peut-être faire un petit concours l'épine.
Faudrait peut-être que tu le Pas brevettes. mal. Hein. Ouais. Et donc, voilà. Donc, l'autre jour, pour tout te dire, je me suis dit, je bazarde tout et je me prends deux Leica. Ah oui. Ah oui. Non, mais après, si j'ai des trucs comme je ne l'ai pas fait, évidemment. Mais, C'est pas le même prix. voilà, c'est le seul problème, c'est le poids. Voilà, l'encombrement. T'aimerais bien avoir du Leica, ça te trotte dans la tête de Oh, temps j'en en ai temps? déjà eu. Après, le problème, c'est que C'est cher? c'est très cher. C'est très cher, c'est Tu très l'avais beau, au mais bout c'est de la très langue. cher. C'est très cher. Et puis après, en optique, c'est vrai que de temps en temps, je fais de la photo feignante hein, et que j'aime bien avoir mes zooms. Et que là, par exemple, j'ai acheté pour aller taper vraiment les sommets où je veux, parce que de temps en temps, en randonnée, on voit un sommet au fond, il est très beau, il y a la lumière dessus. À part qu'avec un 28, même un 100, ça ne le fait pas. Parce qu'il est tout petit là-bas au fond. Donc j'ai investi dans un 500 de chez Fuji, qui est juste magique. Ouais. Et 500, que un 500 chez Leica, ça va être compliqué. Oui, Voilà. ouais. Voilà. Très compliqué. Très compliqué. Ouais. Donc voilà, écoute, je me prends pas trop la tête non plus. J'ai du super matos. Ouais. Parce qu'on parle de Fujifilm, et leur seul rivaux dans le game, c'est Hasselblad. Ah ben j'adore. Et Là, il m'avait prêté, d'ailleurs, Panajou m'avait prêté celui que tu avais essayé. celui que j'ai essayé, qui est X2C. C'est là où je te rejoins sur la finesse. Ou je sais pas quoi. Hein X2C ou. X2... Ouais, enfin, quelque chose comme ça. X200. Ouais. XD2. Ouais, je sais plus. X2... Enfin voilà. Ouais, bref. Le 100 millions. Et magique, écoute, le truc, c'est une. La Leica, quoi, en fait, c'est une finition, une qualité de fabrication exceptionnelle. Ouais. Par rapport à Fuji, en tout cas. Et la gestion des couleurs aussi. La gestion des couleurs et des lumières, assez incroyable. Ouais. Après, avec une post-prod derrière, tu arrives à faire la même chose avec ton Fuji. C'est un peu plus dur. Moi, je préfère à la limite la douceur quand même de Fuji, le traitement Fuji, qui est plus doux que le traitement Hasselblad. Oui, puis Fujifilm, alors arrête-moi si je me trompe, mais Fujifilm, comme n'importe quelle autre marque, tu as plusieurs profils d'image. Oui. Mais Hasselblad, quand je l'avais essayé, il y Ouais, a alors ça, moi, je n'utilise pas. Qu'un seul profil d'image. Moi, je n'utilise pas puisque je shoot qu'en RAW. Donc, oui. les profils. Tu peux changer après en post-prod, effectivement. Mais, et puis, j'ai mon traitement d'image, quoi. Donc, je me sers pas des profils. Voilà. Donc, non, Blad, ça serait super si. Alors après, je comprends, il y a des optiques qui sont magnifiques, mais obturateur central, donc ça veut dire des optiques extrêmement chères. Et puis, il y a un parc qui est naze, quoi. Un parc d'optique qui est naze. Donc, franchement, si le parc d'optique était bon, je serais passé à Blad parce que c'est ma marque préférée. Il y a des Leicaïstes. Il y a des Hasselbladistes, je sais pas comment on appelle ça. Moi, je suis plutôt voilà, j'avais un 503 à l'époque, même où j'avais mis un dos numérique dessus. Et j'adore cette marque, mais on va voir ce qu'ils nous font avec les prochains. Après, je pense que, alors là, on parle matos, mais je pense que l'erreur d'Hasselblad, si vous voulez gagner le match des grands formats numériques, ils auraient dû développer un appareil, quitte à ce que ce soit légèrement plus grand, mais avec le grand capteur du H6D. Voilà. Où là c'était... parce que ce capteur est juste dingue. Voilà. Peut-être qu'ils le feront. Ou pas. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse actu chez Hasselblad. Non. Ah, il y a des rumeurs là sur un 3. Un numéro 3. Et les rumeurs vont en fait avec la technologie, parce que ça appartient à DJI maintenant. Ouais. Et apparemment, il y a beaucoup de rumeurs sur justement une mise en place de technologies propres à DJI, sur des reconnaissances, sur les focus, tout ça. Oui, parce qu'effectivement, on l'a senti le rachat. Parce qu'il y a du Hasselblad qui est venu dans les produits DJI, ça. mais par contre, il n'y avait pas l'inverse. Ouais, il n'y avait pas l'inverse. Donc là, c'est un peu ce qui se dit. On verra. Mais après, c'est au rythme. Et le problème, c'est qu'il y a un moment, Hasselblad, à la base, c'est une marque professionnelle. Maintenant, qui touche comme Leica, les avocats et les dentistes. Mais c'est super réducteur, désolé. C'est très drôle. C'est une blague.
Non, mais pour une marque qui se veut professionnelle, il y a un moment où on peut pas annoncer un appareil photo et une optique à une date et le sortir un an et demi après, quoi. Il y a un moment où c'est pas possible. Donc réveillez-vous, les gars. Ouais. Bon, après, ils sont tellement petits là-bas en Mm. Suède, c'est un tout petit truc, on s'en rend pas compte, mais c'est microscopique. Leica, c'est une super nationale à côté, mais vraiment. Qui sont déjà petits Ah non, mais en soi, c'est. mais ok. Voilà. Eh ben écoute, on va refermer cette parenthèse matérielle Oui, et on va parler du coup pour finir le oui, podcast de ton actu à chaud là, c'est-à-dire oui, l'exposition Austin que tu as spoilé tout à oui. l'heure. J'ai spoilé. Alors vas-y, raconte-nous ça. Parce que c'est Non, mais chouette. écoute, je suis très content. En fait, c'est une opportunité que j'ai eue par un peintre que beaucoup de connaissent, qui s'appelle Marc Maggiori, D'accord. qui est un L'ancien chanteur de Playmo? exactement, Mais non, voilà, qui est exceptionnel. devenu une méga star de la peinture aux États-Unis. D'accord, ok. Voilà, qui fait de l'art western en fait. Et, Alors ça c'est drôle ça, enfin drôle. et en fait, je l'ai connu par Instagram parce que il fait des peintures totalement surréalistes avec des nuages incroyables. Il a un talent fou. Et en fait, donc il fait un peu j'ai l'impression que maintenant il fait un peu la pluie et le beau temps dans l'art western aux États-Unis. Non, c'est D'accord. devenu vraiment Ah ouais, ouais. ouais, il vend ses toiles presque 500 000 dollars en vente, en salle des ventes. Enfin voilà, c'est devenu Ah, écoute, vraiment. il a bien évolué parce que moi j'avais perdu Ouais, de vue ouais, ouais, depuis qu'il arrêté tout à Playmo fait. quoi. Donc là Ouais. c'est rigolo. Ok. Et donc et l'année dernière, donc on se suit, euh, envoyé quelques messages. Un jour, il m'a dit tiens, j'ai un copain qui est français qui m'a envoyé ton travail. Je voulais te dire si je trouvais ça super, machin. Enfin voilà, des petits échanges Hmm. comme ça. En plus, il avait fait Penningen à l'époque et ma fille est à Penningen à Paris en école de direction artistique. Et ils s'étaient rencontrés dans la rue. Enfin bon, c'est un peu la star chez les gamins, tout ça. Et, euh, et donc, il avait organisé un Far West Show, donc une expo vente à New York l'année dernière, qui avait absolument cartonné. D'accord. Et il réitère cette année à Austin. Et comme on a échangé un peu, j'ai demandé si un jour mon travail serait susceptible d'être à cette vente. Il m'a dit, bah évidemment. Donc déjà, j'étais assez flatté. Et en fait, c'est devait être bouclé en artiste cette année. Et il y a eu deux désistements Justement. pardon, d'artistes pour cette. Et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, Banco. allez, on y va. Voilà. Et donc du coup, bah, il faut que j'envoie mes œuvres là-bas. Voilà. Avec l'actualité, c'est un peu j'espère que ce ne sera pas trop compliqué au niveau des douanes, tout ça. Ah oui c'est vrai. Et donc, c'est dans une galerie qui s'appelle la Preacher Gallery à Austin, qui est une grosse galerie. On est une trentaine d'artistes. Donc, c'est un gros truc et c'est à l'américaine, quoi. C'est surréaliste. Voilà, c'est un truc qu'on ne connaît pas en France. C'est-à-dire, c'est une vente sur 3 jours avec une vente aux enchères, une vente d'une journée, une journée. Où les gens, mais c'est à l'américaine. Il faut que tu payes 140 dollars pour pouvoir rentrer dans la galerie Ah oui. pour pouvoir acheter une œuvre. Comme il y a trop de, comme il y a trop de, non mais c'est surréaliste. Comme il y a trop d'acheteurs par œuvre, ils mettent des petites urnes où les gens glissent leur nom dedans et après ils sont tirés au sort pour pouvoir acheter l'œuvre. Voilà, Ah oui effectivement on connaît pas trop ça. bienvenue au Texas. Ouais. Donc, écoute, au-delà de ça, en tout cas, au-delà de l'aspect pécunier Ouais. des choses, même si ça devait me coûter de l'argent, je le ferai parce que je pense que c'est une vraie expérience. Voilà, ça Oui. arrive qu'une fois dans une vie, quoi. Et puis en plus, tu as photographié beaucoup, beaucoup les États-Unis et en fin de compte, t'as pas de. Est-ce que tu as un marché là-bas? Je sais pas comment le dire autrement. Ah Est-ce ben, que. il y a un gros marché, à part que Mais moi, j'ai pas photographié assez pour ce marché. ouais. Mais du coup, comme je suis sur place, je vais me faire Bah, ça peut être une porte d'entrée, un mois quoi. sur place, surtout Mm. pour aller faire le Nouveau-Mexique et tout ça. Tu vas y rester un petit peu plus longtemps, du coup. Un petit mois, ouais. Un bon mois. Et puis, ouais, voilà, je vais me faire le Nouveau-Mexique. Je vais remonter, et je veux remonter
me refaire une partie quand même du Colorado et je veux retourner à Jackson Hole, qui a été mon coup de cœur D'accord. dans le Wyoming, refaire Grand Teton et peut-être aller revoir mon cher Matt. Peut-être. Alors, Voilà. et c'est quand l'exposition? Alors, c'est le 12 et 13 septembre. Et après, l'exposition reste un mois, mais Tout la ce qui est vente partie aux enchères, vente, tout ça, c'est c'est 3 au jours. début, en fait. Avis aux amateurs Avis aux amateurs. Parce qui écouteraient ce qu'après, podcast aux États-Unis. voilà, avis aux amateurs, parce qu'après aussi, voilà, c'est quand je dis que c'est du business américain, après, voilà, les œuvres, pour ceux qui n'ont pas pu acheter les œuvres originales, en tout cas, il y a toute une vente derrière, il y aura une édition de posters, ce que Hmm, j'appelle posters, voilà, des repros des goodies. qui seront faites et mises en vente, voilà. C'est très américain, les posters, pour le coup. Très T'es à américain, ça du t-shirt. mais c'est un gros business, c'est un truc assez incroyable. Là-bas, en tout cas. En fait, les Américains, alors c'est assez étrange parce que en fait, alors là, je parle sur la photo. Globalement, sur le marché de l'art, ce Hmm. sont des acheteurs. De toute façon, ce sont des consommateurs. Donc, ils adorent acheter de l'art. Donc déjà, que ce soit n'importe quoi. Après, sur la photographie, plus précisément, ça fait partie de leur culture. Alors, ce qui est étrange, parce que les plus grands photographes, enfin, ceux qui ont inventé la photographie ont été français. Mais en France, on n'a pas la culture de la photographie, en fait. L'achat d'œuvres d'art photographiques en France, c'est très compliqué. Quand on voit même à l'époque, hein, sans faire de politique de bas étage, mais Bachelot quand elle avait été ministre de la Culture, qui avait ramené ça juste à un bureau au ministère, voilà. Enfin, bon, il y a des choses qui me dépassent un peu, À mais la là, fois, par contre, le revers de la médaille, enfin arrête-moi si je me trompe, mm, on est plus protégé en termes de droits d'auteur en France que n'importe où, non? non, Ok. non, non, Il me globalement, non. semblait qu'on était mieux protégé que par exemple les États-Unis. Non, parce que regarde ce qui est en train de se passer sur l'IA. Ils sont plus en avance sur la protection des droits et des générations d'IA. C'est-à-dire que tout ce qui génère l'IA, ça se génère d'après des originaux. Hmm. Et eux, ils ont plus régulé la chose que nous. Donc, Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? ils ont mis une loi en fait de protection, et notamment là sur ChatGPT l'autre jour. Je me suis amusé à faire une génération d'images où je disais euh, peux-tu me faire une photo de montagne à la façon de Nicolas Soro? Pour voir, pour voir Ouais. effectivement si ça allait chercher ou pas des photos à moi. Mhm. Et il m'a dit clairement non. Il a Ouais. refusé de me générer la photo. Très bonne nouvelle du coup. Donc c'est plutôt on va dans le bon sens. Ouais. Donc voilà, non, après ce qui fait peur, je pense, en France là-dessus, c'est la notion, parce qu'il y a beaucoup d'abus, la notion de tirage. C'est vrai qu'en France, la loi dit, pour être une œuvre d'art et avoir la TVA à 5,5, c'est une histoire de TVA, il ne faut pas en faire plus de 30 Ouais. exemplaires. Mhm. La peinture, on n'a pas ce problème. Il y a un original. Là, quand je vois des photographes et des grands, grands, grands photographes, on ne peut pas savoir quand on va à Paris Photo, tout ça, on a toujours un peu de doute de voir. La dernière fois, j'avais vu un Egglestone, pour revenir encore à Egglestone, parce que c'est quelque chose de particulier pour moi, mais j'arrive à Paris Photo et je vois un original d'Egglestone, j'en avais vu qu'en musée. Et je vois la série, donc je pose la question, et elle me dit c'est une série de 12, et ça c'était numéro 7 ou je sais pas quoi. Oui. Qui me dit que c'est En fait, vraiment si on une voulait être bonne série. raccord à la peinture, il faudrait donner l'euro, quoi. C'est un peu l'idée, quoi, je veux dire. Euh, En partant du principe qu'une œuvre originale, c'est une œuvre unique, comme en peinture, ouais, en fait, ce serait le. Mais c'est pas possible, mais tu vois ce que je veux dire, non, mais hein. il faudrait vraiment je sais pas, inventer quelque chose qui vraiment Authentifie évite le. et authentifie et Ouais. évite les reproductions. Je sais que je connais des photographes je donnerai pas de nom, mais des Ouais. photographes, des grands, grands, grands photographes internationalement connus, voilà, des grandes signatures. Alors, pas de
il n'y a pas de délation ou quoi que ce soit, pas de leur fait ou peut-être comment ça s'appelle, pardon, des galeries d'art peu scrupuleuses, voilà, qui ont réédité des choses, voilà. Et je pense que le problème, c'est qu'on pâtit toujours des excès de certains, voilà, et de la malhonnêteté de certains. Et je pense que ça fait un peu plus peur d'acheter une photo qu'une peinture. Et c'est pour ça que moi, en tout cas dans ma façon et dans mon travail, ça en devient, je limite tout à 3 exemplaires maximum, mes tirages, et la façon que je mets dedans, les papiers que j'utilise, la façon dont je cire, certains que je maroufle, tout ça, en fait, ça en devient chacune et ne peut pas être identique de la suivante. Donc ça en devient des originaux. Tu te rapproches beaucoup de la peinture là pour. Ah mais totalement. Et puis dans la façon, et que ça sera pas difficile. Ça sera pas difficile. Ça sera pas difficile si j'ai un avenir plus tard, après ma mort, en tout cas une cote là-dedans, ça sera pas difficile d'identifier en tout cas un original. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, de cet échange. Merci à toi, Tom. On fera le point dans 3 ans, peut-être, ou 2 ou 3 ans. Alors, ça sera encore en IA la prochaine fois. On a eu le son, on a eu l'image, maintenant, ça sera en IA. Je ne sais pas où on sera dans 3 ans avec cette IA, mais d'ailleurs, je me rappelle d'une conversation en privé qu'on avait eue sur l'IA pendant que je testais DALL-E et Midjourney. Ouais. Ça m'a complètement inspiré dans un abysse insondable. Là, tu étais parti dans un bad trip, là. Je me souviens. Mais tu sais que j'ai arrêté de générer des images, parce que ça a été que 2 mois. 6500 images pendant 2 mois et je suis devenu taré. Et parti dans un bad trip, ouais. Je sais que la conversation qu'on avait eue ensemble, tu m'avais dit un truc, je pourrais pas le reciter là, mais je me l'étais noté. Enfin, ça m'avait fait du bien, je me rappelle. Oui, je suis un peu psy aussi. Tu es psy, tu es mon psy, sache-le. Parce que ça m'a fait du bien et j'ai arrêté de générer des images depuis, mais par contre, je suis toujours dans la descente bad trip. Hein. Pour te dire à quel point ça m'a fait beaucoup de mal, même sur mon travail, je trouve. Non, mais après, c'est pas le souci, et ça, c'est un petit message à tous les créateurs de contenu, quels qu'ils soient, et tous les artistes, c'est qu'à un moment, il faut respirer. Il faut prendre un peu de recul, il faut analyser, il faut gérer le truc et se dire, en fait, que qu'on n'est pas entre guillemets, on n'est pas des merdes si on suit pas le mouvement, en fait. On ne devient pas tout à coup obsolète. Exactement, exactement. Et si on retournait justement aux choses peut-être plus simples. Mais c'est pas le sens de ce qui se passe en ce moment, mais pas du tout. Mais je ne doute pas qu'il y aura toujours des gens pour emprunter ce chemin. Oui, et puis il y en a qui prennent ce chemin, mais très bien, qu'ils les prennent, ça fait avancer les choses, mais on n'est pas tous obligés de partir sur le même chemin. On avait eu la discussion déjà, et le problème d'Instagram et tout ça, c'est que tout le monde va aller sur le même chemin, et tout le monde veut faire la même chose que l'autre, et tout le monde veut copier l'autre. Respirons, et soyons surtout créatifs. Arrêtons de... Oui, que tout soit facile, que tout soit immédiat et rapide, et restons créatifs, quoi. Bien, merci pour ce dernier mot. Avec plaisir. J'en profite aussi parce que là c'est un premier épisode filmé. Du coup, pour ceux qui ont écouté et regardé ce podcast en vidéo, je vous invite à nous lâcher de la force. On parlait des réseaux sociaux, là ça va être un petit pouce, ça va être un commentaire. Dites-nous si vous avez apprécié ce format en vidéo. Et pour ceux qui écoutent toujours en audio, écoutez, vous pouvez aussi commenter, vous pouvez aussi liker, ça dépend des plateformes. Envoyez-nous de la force, on va avoir du retour. Merci encore une fois, Nicolas. Merci à toi. Je te souhaite une très bonne exposition à Austin. On va croiser les doigts pour toi. Croiser les doigts. Et puis on se revoit bientôt quoi qu'il arrive. Et on se revoit après. Ça marche. Ciao.